Bonjour, le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera dire ou ne pas dire. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Quelles sont les motivations à parler? Avant toute chose, il est nécessaire de s'interroger sur les raisons qui poussent à parler, en examinant ces véritables motivations. Quelles sont alors les raisons qui poussent à la révélation? L'argument principal des personnes trompées est que le silence et le secret minent la relation et que celle-ci s'en trouve alors fondamentalement faussée. Cela crée une distance dans le couple. D'autres tiennent un tout autre discours. Au nom de quoi me fait-il porter le poids de sa propre culpabilité? Avant, c'était son problème, sa responsabilité, et je n'étais pas torturée. Pourquoi ne pas parler de sa relation extra-conjugale? Deux éléments importants à prendre en compte. L'impact sur la partenaire trompée et la gestion de la culpabilité par la personne infidèle. L'impact sur la relation de couple. L'expérience montre que le secret est parfois nécessaire, voire indispensable, et que c'est la révélation qui est au contraire néfaste et destructrice. Une révélation peut précipiter le couple vers un divorce qui n'était pas souhaité. Ainsi, l'honnêteté est parfois contre-productive et à double tranchant. Le souvenir de la relation extra-conjugale ne s'effacera jamais et il risquera de plomber indéfiniment la relation. Le pardon est quelque chose de très difficile à accorder. Si on désire préserver son couple, on se tait et on cherche plutôt à comprendre ce qui s'est passé. La culpabilité. Il est nécessaire pour chaque individu d'assumer la responsabilité de ses actes et que le besoin parfois compulsif de tout révéler ne relève pas du souci de l'autre, mais du souci de soi. La révélation serait une façon de se déculpabiliser et de se décharger sur l'autre de cette faute qu'on ne parvient plus à porter seul. Il y aurait même derrière la révélation une volonté inconsciente d'accuser son ou sa partenaire. Cela devient une arme subtile pour attaquer le conjoint et le remettre en question alors qu'elle n'a rien demandé. Se préserver un espace. Garder le silence sur la relation permet aussi à la personne infidèle de se ménager un espace de réflexion et de sécurité. Après quelque temps, de nombreuses relations extra-conjugales meurent spontanément de leur belle mort sans que le conjoint officiel ait jamais été au courant de leur existence. Partant de ce constat, pourquoi faire peser sur le couple ce qui ne serait que transitoire? C'est de l'ordre du jardin secret. Même si elle s'interrompt spontanément un jour, cette relation extra-conjugale peut être porteuse d'enseignements pour la personne infidèle qui se trouve ainsi nourrie par elle. Cette expérience l'a peut-être aidé à grandir intérieurement, à acquérir de la maturité ou à apaiser un besoin. Il faut être clair sur le principe qu'on souhaite suivre. Transparence ou non-agression. Le principe de transparence est louable, mais qu'en est-il quand il conduit à faire du mal à autrui? Il renvoie essentiellement à soi et à la bonne image que l'on souhaite préserver de soi. Le principe de non-agression renvoie quant à lui au souci de l'autre et à la volonté de ne pas lui nuire. Cela n'est pas une invitation au mensonge ni à la dissimulation, encore moins à l'engagement dans une relation extra-conjugale. Mais quand celle-ci existe, la seule vraie question à se poser est de savoir comment la vivre sans faire souffrir inutilement son partenaire. Parfois, le silence est un acte de respect. Si on opte pour le silence et qu'on se réengage auprès de son conjoint, ce silence doit se coupler d'une réelle démarche vers la personne qu'on a trompée, dans un effort renouvelé de prendre soin de la relation. Il faut se poser 3 questions avant de décider de dire ou de ne pas dire. Est-ce utile? Est-ce honnête? Est-ce charitable? Le silence est parfois bienveillant. Avant de vous décharger de votre culpabilité sur les épaules candides de votre partenaire, réfléchissez un peu. Pensez-vous à son bien-être plus qu'au vôtre? Votre désir d'apaiser votre conscience est-il aussi désintéressé qu'il en a l'air? Et comment cette personne est-elle censée accueillir vos révélations? Le respect ne consiste pas nécessairement à tout dire, mais à se demander ce qu'éprouvera l'autre, en pesant le pour et le contre. Évitez de raisonner de façon binaire ou abstraite et mettez-vous plutôt à la place de votre partenaire. Imaginez la conversation. Où êtes-vous?
Que lui dites-vous? Que lisez-vous sur son visage? Quelle est sa réaction? Alors, dire ou ne pas dire? Si l'on considère que le couple est le lieu d'un dialogue intime où chacun partage avec l'autre son évolution au fil de temps, il faut avouer. L'infidélité est toujours l'indice d'un changement à l'intérieur d'une personne. L'autre doit en être informé pour pouvoir lui aussi continuer à évoluer. En revanche, si l'on considère le couple comme le cheminement côte à côte de deux individus qui gardent chacun leur jardin secret, il n'y a aucune raison d'avouer. L'infidélité ne concerne que celui qui la commet et cette part de vie qu'il construit seul. La vérité coûte que coûte n'est pas nécessairement la voie de l'amour et de la sagesse. La seule réponse valable est qu'il n'y a pas de réponse univoque, mais des individus avec des histoires singulières. Il faut donc décider au cas par cas. Dans une situation donnée, la révélation sera bénéfique. Dans d'autres, elle mènera directement à la catastrophe. Il en va de la responsabilité de chacun et de sa capacité à assumer les conséquences de ses actes. Alors, faut-il dire la vérité quand le conjoint la demande, explicitement? La réponse serait plutôt oui. La vérité semble la meilleure stratégie. La sagesse pencherait donc vers la révélation de la relation extra-conjugale de la façon la plus simple et la plus honnête possible. Il semblerait que l'on ait alors plus de chances de reconstruire son couple si on choisit par la suite cette option. Les thérapeutes devraient-ils être tenus au secret professionnel? Souvent, aux États-Unis, l'opinion la plus répandue est que les thérapeutes ne doivent pas se taire et que pour assurer la réussite d'une thérapie conjugale, les partenaires infidèles n'ont d'autre choix que de mettre un terme à leur liaison ou de l'avouer. L'idée serait qu'on ne peut rien faire avec un secret qui perdure. Dans d'autres pays, on considère au contraire qu'on peut faire beaucoup à condition que le secret ne soit pas dévoilé. Dès lors qu'il éclate au grand jour, il est impossible de revenir en arrière. Les aveux gratuits sont remis en question du fait de la douleur inutile infligée à l'autre et les dégâts causés à la relation de couple. La décision de dévoiler ou pas un secret est une composante de la thérapie et non sa condition première. La société américaine vénère la franchise absolue et en fait un signe de perfection morale, mais certains considèrent que se dévoiler entièrement et supprimer la moindre ambiguïté peut, au contraire, compromettre l'intimité du couple au lieu de la renforcer. Cela rejoint les différences entre vie privée et les secrets. La vie privée serait une frontière fonctionnelle acceptée par convention sociale. Il y a des choses dont nous avons conscience, mais dont nous n'aimons pas parler. Les règles, la masturbation ou les fantasmes. Les secrets, eux, sont des sujets sur lesquels nous induisons délibérément les autres en erreur. Les mêmes désirs et tentations érotiques relèveront pour tel couple de la vie privée, pour tel autre du secret. Cela vaut aussi pour l'infidélité. Que dire ou ne pas dire? Quiconque se demande s'il doit divulguer ou non une infidélité n'est pas débarrassé de son dilemme lorsque celle-ci éclate au grand jour. À chaque étape, de nouvelles questions surgissent. Que faut-il avouer? Avec quel degré de précision? Et comment? De plus, nos confessions sont tributaires de ce que nous sommes prêts à admettre. Nous rationalisons donc intérieurement nos tromperies afin de conserver une image positive de nous-mêmes par un tour de passe-passe éthique. Que voulez-vous savoir au juste? Il y a deux types de questions. Celle propre à une inquisition, qui vise à déterrer des détails sordides, et celle propre à une enquête de fond, qui vise à élucider le sens et le mobile d'une infidélité. Oui, il faut que votre partenaire vous dise s'il est protégé, et si vous avez des intérêts à passer un test de dépistage. Aussi, vous devez vous inquiéter ou pas pour vos finances. Mais il n'est pas forcément utile de savoir si elle était blonde ou brune, si elle s'était fait refaire les seins ou s'il avait un plus gros pénis que vous. Les interrogations, les injonctions et même les preuves médico-légales n'apaiseront pas vos peurs les plus viscérales.
sans compter qu'elles rendent la réconciliation beaucoup plus difficile et qu'elles apporteront de l'eau au moulin de la procédure juridique en cas de séparation. Une autre approche peut s'avérer plus efficace pour restaurer la confiance au sein du couple. L'enquête de fond, elle, reconnaît que la vérité se cache souvent au-delà des simples faits. Que cela passe par des questions comme « Aide-moi à comprendre ce que cette histoire a signifié pour toi. Cherchais-tu à rencontrer quelqu'un ou est-ce arrivé par hasard? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que tu ressentais en rentrant à la maison? Qu'as-tu vécu avec cette personne que tu ne vivais pas avec moi? Est-ce que tu t'estimais en droit de me tromper? Voulais-tu que je l'apprenne? Aurais-tu arrêté si je n'avais rien découvert? Es-tu soulagé que je sache tout ou aurais-tu préféré garder cette histoire secrète? Essayais-tu de me quitter? Crois-tu que tu mérites d'être pardonné? Me respecterais-tu moins si je le faisais? Attendais-tu que je parte pour ne pas avoir à te reprocher d'avoir brisé notre famille? Une telle approche est plus instructive, plus attachée à donner un sens à l'infidélité et plus concentrée sur le décryptage des faits que sur les faits eux-mêmes. Parfois, la question que l'on pose masque celle qui nous préoccupe réellement. Derrière, comment étaient vos rapports sexuels? Il faut souvent entendre « Tu n'aimes pas la manière dont on fait l'amour ?» Cette curiosité est légitime, oui. Votre tranquillité d'esprit dépendra beaucoup de la manière dont vous l'exprimerez. Pour passer de la démarche d'inquisition à l'enquête de fond, une auto-analyse est nécessaire. Qu'est-ce que cela changerait pour moi si j'obtenais toutes les explications que je souhaite? Vous aborderez peut-être ainsi le sujet d'une façon qui respectera l'intention première de votre question tout en vous évitant de tomber dans le piège des informations superflues. Au lendemain d'une infidélité, les couples peuvent très raisonnablement se mettre d'accord sur certaines règles afin de préserver leur sérénité. Par exemple, interdire tout contact avec l'amant ou la maîtresse, rentrer à la maison juste après le travail. Mais trop souvent, on tient pour acquis que la partie infidèle a perdu tout droit à une vie privée. Il n'est pas rare qu'une personne trompée exige d'avoir accès au téléphone portable de l'autre. En fait, cela sape la relation des partenaires au lieu de la restaurer. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de vous tromper encore. Les gens choisissent d'être fidèles ou pas. S'ils n'ont pas envie de l'être, il ne sert à rien de les espionner, cela ne les arrêtera pas. Réorienter nos questions vers le sens profond d'une infidélité. Les aspirations, les peurs, les désirs, les espoirs nous offrent un rôle différent de celui de la victime devenue officier de police. En manifestant une curiosité sincère, nous recréons un lien avec l'autre, ce qui est un premier pas vers une intimité retrouvée. Nous devenons des collaborateurs et œuvrons ensemble à comprendre ce qui s'est passé et à réparer les dégâts. Le choix d'une liaison est une entreprise individuelle. La quête de leur signification, une entreprise commune. Pour travailler sur ce thème, je me suis fortement inspirée des livres Je t'aime, je te trompe d'Esther Perel et Est-ce que tu m'aimes encore du docteur Christophe Fauré. Pour ma partie, c'est fini. À vous maintenant d'échanger, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en vous donnant à tour de rôle la parole. Je vous invite à réfléchir. Qu'est-ce que cela vous inspire? Pour vous, faut-il dire ou ne pas dire? Avez-vous essayé de vous mettre à la place de l'autre, de l'un puis de l'autre? Et surtout à demander à votre partenaire ce qu'il en pense. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. J'essaierai d'y répondre soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était Un temps pour votre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux sujets.